Pour compléter le témoignage de Sandrine, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Horn, psychologue clinicienne et neuropsychologue spécialisée dans les maladies neurodégénératives et dans l'accompagnement des aidants familiaux. Bonjour Suzanne. Bonjour. En première question, Suzanne, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire en quoi le repas est un moment de partage et de plaisir? Le repas, le plaisir de manger apparaît dès l'enfance et le repas, en réalité, c'est le premier moyen qu'on a dans la vie pour calmer nos angoisses, pour satisfaire aussi ce besoin physiologique de base, qui est tout simplement de s'alimenter. Et on voit après comment on les décline. Et la cuisine française est particulièrement performante dans cette capacité de rendre les repas des moments de partage et de plaisir. Enfin, c'est tout en France par rapport à certains d'autres pays en Europe, c'est vraiment une institution. On reste à table, on prend plaisir de rester à table, d'enchaîner plusieurs plats. Et d'apprendre à manger avec plaisir, c'est aussi quelque part apprendre à faire plaisir à son corps et prendre soin de son corps. Et justement, quels sont les bienfaits de ce type de moment partagé, de plaisir autour d'une table? Outre les bienfaits évidents qui est celle de s'alimenter et de nourrir finalement notre corps, lui donner ce dont il a besoin, mais il y a aussi tous les aspects de convivialité sociale, de nouer des liens, y compris des liens affectifs, de partager ensemble et d'accompagner. Le mot accompagner, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup dans la prise en charge ou l'accompagnement des personnes plus vulnérables, ce mot accompagner vient de partager le pain. C'est un peu l'origine du mot. Et donc, cette idée de partager ensemble quelque chose qui nous nourrit mutuellement, c'est aussi symbolique. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, et si on écoute par exemple le témoignage de l'aidante que nous avons écouté, on voit bien aussi comment ces moments de repas avec sa maman, c'est aussi des moments qui lui permettent de maintenir un lien de communication et que ce lien ne soit pas seulement source de contraintes liées à la maladie, mais aussi une source de plaisir réciproque d'être ensemble et de partager quelque chose qui nous sent aussi bien pour le corps que pour l'esprit, que pour la relation. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Sandrine évoque justement lorsqu'elle nous raconte qu'elle emmène de temps à autre sa maman au restaurant. Quelles sont les raisons qui empêchent les aidants de prendre le temps de partager ces repas? Ça peut être bien sûr plein de choses différentes, mais ce qu'il faut savoir que lorsque l'on devient l'aidant ou l'aidante de son proche malade, c'est aussi quelque chose d'extrêmement chronophage. Non seulement la personne qui évolue dans ce type de maladie ne peut plus faire les choses qu'il ou elle avait d'habitude de faire pour la communauté auparavant, donc on doit aussi faire ses tâches à lui ou à elle. Et en plus, il y a tout un tas de choses qui se rajoutent à faire et qui sont directement en lien avec la maladie. Par exemple, la prise de médicaments ou l'accompagnement dans un accueil de jour ou autre chose de ce genre. Donc, finalement, on a énormément de plus de choses à faire. Pourtant, dans une journée et une nuit, on n'a toujours que 24 heures. Donc, forcément, ce temps va être plus saucissonné et il va être beaucoup, beaucoup plus chargé en termes de choses à faire. Et ça mène d'ailleurs de temps en temps à l'épuisement des aidants. Donc, c'est parfois difficile pour eux de dégager du temps pour prendre de ce temps avec leurs proches malades. Après, il y a bien sûr des situations, comme Sandrine explique, une situation de distance qui peut faire aussi que c'est difficile. Le fait que quand on accompagne son parent, on ne vit plus forcément ensemble. Enfin, c'est plutôt rare de vivre, en tant qu'adulte, de vivre avec ses parents en France. Et en revanche, quand c'est le conjoint qui est malade, l'époux et l'épouse, là, on va voir que ces temps de repas sont souvent partagés pendant très longtemps dans la maladie. Même d'ailleurs, une fois qu'on a confié son proche à un établissement, très souvent, les familles continuent à venir partager le repas avec leurs proches malades dans l'établissement. Et dans le cadre d'un accompagnement à distance comme Sandrine, est-ce qu'on peut parler de sentiment de culpabilité lorsqu'un aidant justement accompagne à distance? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, encore une fois, je pense que c'est extrêmement individuel. Je ne sais pas si Sandrine éprouve ou pas de la culpabilité, mais il faut peut-être savoir de quoi parle-t-on quand on parle de culpabilité. La culpabilité, une des définitions qui me plaît assez, c'est justement
une punition qu'on va s'infliger à soi-même pour avoir transgressé des règles et des valeurs qu'on s'est fixées à soi-même. Donc, la culpabilité, c'est avant tout un rapport à soi-même, de soi-même à soi-même. Et du coup, il s'agit parfois aussi de changer ou faire bouger ces règles et valeurs. Si effectivement, je m'impose comme règle et valeur de vivre très proche de mes parents ou de toujours vivre jusqu'au bout avec mon conjoint, même quand celui-ci est malade, effectivement, oui, je peux éprouver de la culpabilité, à être contrainte à vivre dans une certaine distance. Mais si je me dis que finalement, je m'impose pas cela, la culpabilité, elle va très souvent s'effacer. La culpabilité, c'est bien un sentiment très désagréable qui surgit pour une faute qui est réelle ou imaginaire. Et là, encore une fois, du coup, on parle des représentations de chacun. Et je pense que tant qu'on est dans l'accompagnement, on peut avoir une place auprès de son proche. Je vois que ce sentiment de culpabilité, il s'atténue très largement et c'est pas forcément la proximité qui va jouer un rôle sur la culpabilité, c'est peut-être plus le fait de pouvoir rester en lien, y compris par des moyens technologiques type visio, réunion ou autres, auxquels on a eu beaucoup recours pendant le confinement, par exemple. Et par ailleurs, certains aidants n'osent plus sortir en physique avec leurs proches à cause de certaines pathologies et ont tendance à se refermer aussi sur l'extérieur. Comment vous expliquez, Suzanne, ce phénomène et puis comment on peut essayer d'y remédier? Oui, alors je pense que le regard des autres, se comporter en public avec les autres, sortir au restaurant avec quelqu'un, on sait tous qu'on ne mange pas de la même manière quand on est tout seul chez soi et personne ne nous voit que quand on est au restaurant avec d'autres. On va s'appliquer, on va s'asseoir autrement, on va se redresser autrement et ça va participer aussi à ce moment de plaisir et de détente et de convivialité, justement que c'est un moment un peu particulier. Pour faire cela, il faut un certain nombre de capacités cognitives et sociales qui sont développées et qui sont logées, on va dire, dans notre cerveau. Et dans la maladie d'Alzheimer, au tout début, on va voir que ce que j'appelle le vernis social va être très très bien préservé pendant très longtemps. D'ailleurs, on dit que cette maladie c'est terrible, mais pendant de nombreuses années, les personnes préservent quand même des très grandes capacités adaptatives. Et ce qui justement permet de continuer à faire un certain nombre de choses au niveau social, par exemple aller au restaurant. Mais à un moment donné, il se peut que notamment un endroit du cerveau qui s'appelle le cortex frontal risque d'être un petit peu abîmé. Et là, on peut voir des comportements de désinhibition ou des comportements extrêmement spontanés qui peut faire penser d'ailleurs que la personne a peut-être trop bu ou est mal élevée ou autre chose de ce genre. Et c'est là où peuvent commencer à apparaître des sentiments de honte chez les aidants. Mais très souvent, quand ils osent quand même emmener leurs proches sortir au restaurant, ils sont très agréablement surpris. Parce que les personnes qui souffrent des maladies d'Alzheimer ou apparentées, ils sont comme nous. Ils vont eux aussi se relâcher un petit peu plus quand ils sont avec les personnes intimes à la maison. Et dès qu'on les sort au restaurant, dès qu'on vient avec eux au restaurant, ils vont eux aussi comprendre que cet endroit particulier, avec des personnes avec qui on n'est pas intime, a des codes sociaux, c'est des choses qu'ils ont appris depuis longtemps. Et très souvent, ils vont se tenir très bien à table. Donc, parfois, il faut tester, essayer et pourquoi pas prévenir aussi le restaurant, le serveur en disant « Oui, mon proche a une maladie, donc voilà, ne vous étonnez pas si de temps en temps, il ou elle se lève ou peut-être favoriser des plats qui peuvent se manger avec les doigts. Éviter peut-être la purée de pommes de terre qui est plus compliquée si on met les doigts dedans et favoriser les frites où c'est pas très choquant si on les mange avec les doigts, par exemple. » Merci beaucoup, Suzanne, pour toutes ces réponses et votre regard d'experte sur ce sujet. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous et j'espère à très bientôt sur un prochain épisode. En tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Merci, à vous aussi. Et vous remercie encore chaleureusement. Au revoir, Suzanne. Au revoir, merci.